Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Suite à la nouvelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron à Paris, provoquant de nouveaux engagements de soutien de la France envers l'Ukraine dans la guerre russo-ukrainienne, je reçois aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan qui a réagi sur X après la rencontre à ce qui a été promis. Nous le retrouvons donc aujourd'hui pour réagir à tout ça ensemble. Alors Monsieur Dupont-Aignan, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour madame. Alors, on va réagir ensemble à la dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Paris, lundi dernier. Nous avons vu votre réaction sur X, dans laquelle vous êtes un peu révolté par l'engagement français qui promet encore de réarmer l'Ukraine alors que le pays continue de s'endetter. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer votre mécontentement justement par rapport à ça ? C'est une fuite en avant pour moi à la fois financière et stratégique. C'est un effet d'annonce. Alors, heureusement, ce n'est qu'un effet d'annonce, mais cela traduit quand même une absence de vision géopolitique effrayante. D'abord, c'est une fuite en avant financière parce que c'est entre 10 et 15 milliards, plus près de 15 d'ailleurs, ou de 20 milliards d'euros. Donc, c'est pas l'Ukraine ruinée qui va l'acheter, qui va le payer, c'est nous. Alors, quand je dis c'est nous, c'est les Français, pour une grande part. Euh, et puis, Emmanuel Macron nous dit ça va être l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est nous, c'est 18%. Donc, ça veut dire qu'à la fin, nous sommes un pays qui cherche des économies et qui va jeter par la fenêtre quand même les 4 à 5 milliards d'euros aisément. Alors, on va dire ça fait travailler l'industrie française. Oui, mais les chaînes de Dassault sont pleines jusqu'en 2030. Donc, soit on va les donner avant les nôtres, soit, bref, c'est une folie financière. Et puis, c'est une folie stratégique parce que ça alimente la guerre, ça nous positionne à travers les formateurs qui seront obligés d'être là, puisque le Rafale, c'est pas le Mirage, c'est quand même notre dernier cri. Donc ça nous positionne en co-belligérant de plus, un pas de plus vers la co-belligérance. Et je trouve ça absolument effrayant au moment où une voie de paix est possible, parce que c'est même indigne vis-à-vis des Ukrainiens, parce que dans un sens, ça les précipite encore dans cette impasse. Donc c'est vraiment une erreur stratégique majeure qui est faite uniquement parce que je pense qu'Emmanuel Macron se raccroche à Zelensky pour avoir encore un rôle. Voilà, il n'a plus au niveau national. Certains commentateurs disent justement que le président Macron vise à faire de la France un pilier militaire européen, notamment face à la Russie principalement. Est-ce que vous pensez justement que c'est un virage dangereux pour la France et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Le problème de fond, que la France ait une industrie de défense forte, qu'elle cherche à la vendre, c'est très bien. Que nous voulions acheter plus de matériel européen qu'américain, c'est tant mieux. Donc moi, je ne suis pas hostile à l'idée que l'on développe un secteur militaire. Le vrai problème, c'est la confusion des genres et des stratégies. C'est-à-dire que la stratégie française jusqu'à maintenant, c'était la force de dissuasion. Nous avons une force de dissuasion nationale, indépendante. Si un pays, que ce soit la Russie, la Chine ou un autre, s'attaque à la France, on répond. Ça, c'est clair, net, précis. Ça a été toute la stratégie depuis Charles de Gaulle jusqu'à François Mitterrand, en passant par Jacques Chirac et les autres. Le problème de fond, c'est qu'Emmanuel Macron a changé de stratégie, sans le dire, ou en le disant d'ailleurs. Il a changé. Il a étendu de fait le rôle français à la défense des États baltes, de la Roumanie, de la Pologne. Ce faisant, obligatoirement, il a besoin d'un format différent de défense, qui n'est pas simplement une force de dissuasion stratégique et un corps, j'allais dire expéditionnaire de 100 000 hommes qui peut aller dans le monde, 50 000 d'ailleurs effectifs, mais obligatoirement, il a besoin d'une armée comme ils disent tous, de haute intensité. Alors les généraux sont très contents parce qu'ils ont l'impression de retrouver un rôle, mais c'est une folie. C'est une folie parce que cela nous engage dans la guerre des autres. Le mérite de général de Gaulle, c'était qu'il voulait une défense forte, mais pour nous, pour nos guerres, avec notre souveraineté. Là, on bascule dans la France comme élément peut-être pivot, c'est peut-être son souhait d'ailleurs, mais d'une défense otanienne qui n'obéit plus à nos intérêts propres. Et c'est là où je conteste cette dérive de stratégie qui fait la joie de certains militaires, mais qui est extrêmement dangereuse, parce que nous ne sommes plus souverains, maîtres de notre défense et surtout de notre engagement.
Quelle serait la solution, selon vous, la meilleure stratégie pour rééquilibrer un peu l'action de l'État entre les enjeux internationaux et les urgences internes? D'abord, ce qui est surréaliste dans tout ça, c'est que le pays fait naufrage, sur le plan sécuritaire notamment, économique, financier, éducatif, etc. Il y a besoin de milliards d'euros, par exemple, pour reconstruire un État régalien fort, une justice forte face au narcotrafic, qui gangrène le pays, mais ça n'intéresse pas du tout Emmanuel Macron, les chefs d'état-major. Vous avez vu la déclaration surréaliste du chef d'état-major Fabien Mandon au Salon des maires. On est chez les fous, excusez-moi. Mais ils sont pas fous, donc ça veut dire qu'ils le font exprès. Vous avez eu le petit guide qui va arriver dans tous les foyers, tous responsables, pour nous préparer à la guerre contre la Russie. Et en même temps, il y a la guerre sur notre sol, qui est une forme de guerre civile, de guerre de narcotrafic, qui est bien plus dangereuse. Mais là, ça les intéresse pas. Donc, moi, je préfère qu'on mette 5 milliards sur la mise à niveau de notre justice, de nos greffiers, de notre police, de nos services de renseignement, plutôt que 5 milliards pour s'engluer dans un conflit sans fin aux portes de l'Europe. Voilà, c'est tellement du bon sens, tellement du bon sens. Oui, il y a effectivement un gros manque de moyens encore en France. On le voit aussi très clairement dans les hôpitaux ou à travers les chiffres du chômage, mais aussi avec la dette nationale qui cesse d'augmenter. Est-ce qu'on peut dire concrètement que Emmanuel Macron aujourd'hui privilégie bien plus l'Ukraine que les Français? Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète, parce que c'est pas un homme idiot, ce qui m'inquiète, c'est la progression en parole, euh, en stratégie. Dans les actes, on ne sait pas trop, parce que est-ce qu'il y a des Français là-bas, ce serait interdit par le Parlement, mais est-ce qu'ils violent la loi, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une progression méthodique, volontaire, avec un effet de propagande qu'on a connu sous le Covid, qui est insupportable parce qu'il cherche à impressionner les Français et à leur faire changer de perception sur la réalité de ce conflit et sur la réalité des vraies menaces qui sont les nôtres. Et c'est là où c'est extrêmement grave, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le président de la République, même s'il est désavoué. Et donc on voit bien l'extrême danger et je dirais aussi l'atonie des forces politiques d'opposition, qui n'osent pas le prendre de front, puisqu'on n'est pas nombreux dans le champ politique à le prendre de front sur ce sujet, comme si déjà il avait gagné la bataille de l'opinion. Vous voyez, que ça ne se dit pas, que les Russes sont vraiment méchants, que etc. Or, c'est faux. Les Russes ne veulent pas envahir la France. Tout ça est grotesque, mais grotesque, à un point inimaginable. Mais ils ont réussi à faire entrer dans l'esprit des Français qu'il y a une menace russe. Et la vraie menace, elle n'est pas russe. La vraie menace, elle est islamiste. La vraie menace, elle est le narcotrafic dans notre pays. La vraie menace, elle est la crise financière. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se protéger, hein. Attention, moi je ne dis pas que les Russes ont raison sur tout, ni les Américains, ni les Chinois. Mais la manière de protéger la France aujourd'hui, c'est de renforcer nos clouds souverains, c'est d'investir massivement dans les industries d'avenir, c'est de protéger notre industrie, etc., etc. C'est pas de se lancer tel Don Quichotte dans un combat imaginaire. C'est ça qui est effrayant. Et selon vous, est-ce qu'il y a encore un changement possible? Il faut quand même garder l'espoir. Est-ce que pour vous, c'est possible que tout cela change, même au niveau de l'opinion publique? Et si oui, de quelle manière? Alors il y a deux choses pour moi. D'abord, il y a une chance, paradoxale, c'est qu'on n'a absolument pas les moyens de se livrer à ce conflit et que ça finirait en désastre. Mais il est tellement bizarre qu'il peut avoir envie de sacrifier 10 000 soldats pour éviter une présidentielle, pour imposer l'article 16, pour finir en beauté, comme il peut dire, son quinquennat désastreux. Donc, vous ne pouvez jamais parier sur la raison de certains dirigeants. Et, mais quand même, normalement, un être rationnel ne s'engagerait jamais dans une telle guerre compte tenu de la faiblesse de nos moyens. Mais sait-on jamais. Deuxième point, l'opinion va peut-être quand même à un moment réaliser la folie des discours, et notamment le dernier mot du général Mandon, qui appelle à sacrifier nos enfants. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez la parole du chef d'état-major des armées. De quel droit
peut-il parler ainsi mais enfin, c'est ahurissant ce qui se passe. Mm. Donc il faut revenir sur terre. Mais encore une fois, comme on est très peu nombreux dans le monde politique et dans les médias à dire stop, arrêtez, revenez à la raison, eh bien, cette petite musique prend de l'effet. Et c'est là où nous avons une responsabilité historique d'empêcher un engrenage complètement fou. Hmm. Bah justement, Volodymyr Zelensky a également évoqué que plusieurs systèmes de défense aérienne français est en cours de livraison et qu'ils ont parlé d'un accord majeur en préparation. Est-ce que justement on peut craindre que la France s'engage dans des dépenses d'armement à long terme dont le retour stratégique est totalement incertain, ça on le sait, et que ça, en fait, ces promesses continuent d'engrainer notre engagement contre la Russie? Oui, pour la raison simple, c'est que les États-Unis, assez intelligemment, ont décidé de ne plus verser un centime et, et qu'ils font payer par les Européens les armes américaines qui sont encore commandées, ce qui est assez génial, euh, que les Américains nous engluent dans ce conflit, ce qui permet d'éviter l'approvisionnement en gaz russe qui sauvait l'industrie allemande, italienne et française, et que c'est tout bénef pour eux, quoi. Tout bénef aussi pour la Chine, qui voit la Russie lui tomber dans les bras, ce qui est un cadeau du ciel. Mais c'est un tel, comment dire, c'est un tel contresens historique ce qui est en train de se faire que c'est pénible à vivre, parce que c'est vraiment un contresens historique. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'embrasser sur la bouche avec la Russie, mais il y a tellement des intérêts en commun que je ne comprends pas pourquoi ce deux poids deux mesures, par exemple, entre la Russie et Israël. Euh, voilà, donc moi je crois en la réelle politique et je crois que l'intérêt de la France, c'est d'avoir une belle relation avec la Russie, que ça ne veut pas dire qu'on cède à tout, mais que si justement on avait été neutre, au moins, dans ce conflit, eh bien on ne serait aujourd'hui le lieu des négociations de paix avec, il y aurait Macron, Trump et Poutine. Voilà, s'il y avait eu une France qui est la France. Donc on voit bien le gâchis. Je ne parle pas de ce qu'on perd en Afrique, je ne parle pas de ce qu'on perd dans le monde. Bref, on est sur un contresens géopolitique, historique, mais majeur. C'est peut-être le contresens le plus important du siècle. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que la France part dans un mur en klaxonnant et en courant et en étant heureuse. Euh, c'est un contresens historique pour l'Europe au XXIe siècle. C'est un suicide européen d'une certaine manière. Et ce qui est terrifiant aussi, c'est que les trois chefs d'État des trois principales puissances européennes, Angleterre, Allemagne et France, sont sur le même registre, sont dépendants des mêmes réseaux, sans doute. Mm. Et c'est ça qui est terrible. Les Américains ont su s'en débarrasser, mais pas nous. Et justement, vous parlez des Américains qui ont su s'en débarrasser, d'éviter aussi ce contresens historique et de foncer droit dans le mur, pour reprendre vos mots. Est-ce que vous pensez quand même qu'avec Emmanuel Macron, il est encore possible de prendre du recul sur tout ça et peut-être un jour de changer de stratégie ou d'ouvrir un peu les yeux? Ou est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron en est incapable ou ne le souhaite pas tout simplement? Ah non, mais moi je pense qu'il en est incapable parce qu'il ne le veut pas, parce qu'il pense qu'à travers cela, il construit l'Europe fédérale à laquelle il aspire, dans laquelle il veut fondre la France. Donc c'est une stratégie bien organisée, c'est volontaire, il y croit, je pense en plus. Et donc c'est son intérêt et sa croyance. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ce qui m'inquiète plus, on va se parler franchement, ce qui m'inquiète plus, c'est les oppositions. C'est quand je vois Jordan Bardella tenir le même discours que Raphaël Glucksmann, ça m'inquiète un peu. Parce que je vois très bien ce qui est en train de se produire, les forces qui nous ont amenés dans cette impasse, et qui sont puissantes. Un mélange d'industrie d'armement, de néoconservatisme américain, démocrate. Donc les forces qui nous ont emmenés dans cette impasse, enfin qui ont emmené Macron dans cette impasse, j'emploie le semble avoir pris la main sur les oppositions. Moi, j'écoute Jordan Bardella et je suis en total désaccord avec sa vision du conflit en Ukraine. Et donc, ça ne sert à rien de changer si c'est pour pas changer. Donc là, on a un vrai choix politique, et c'est le sens aussi de ma candidature à la présidentielle,
Parce que si je suis candidat à la présidentielle, c'est pour qu'on sorte de l'Union européenne et qu'on retrouve une politique indépendante. Donc, sinon, ma candidature n'apporterait pas une plus-value essentielle, fondamentalement. Puisque je suis le seul candidat aujourd'hui à la présidentielle qui propose un chemin, mais radicalement inverse. Je suis convaincu, mais alors là, c'est une conviction tellement profonde, que la survie de l'Europe, entendez bien ce que je vous dis, c'est pas la survie de la France seulement, c'est la survie de l'Europe, de sa civilisation, est étroitement liée au rétablissement d'une relation de confiance avec la Russie. Voilà. Alors dire ça aujourd'hui sur des médias grand public, pardonnez-moi, c'est s'exposer aux foudres et c'est perdre des voix, je vous le dis franchement. Hein. Mais qu'importe, Jaurès en 14, s'il avait été un peu écouté, je pense que le continent européen n'en serait pas là. Bon, donc, si on prend un peu un parallèle historique, et si Churchill et De Gaulle avaient été écoutés en leur temps, dans l'entre-deux-guerres, on n'en serait pas là. Bon, donc, c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est pour dire vraiment que la classe politique française est tétanisée par ces conflits. Et je comprends pas pourquoi. Tétanisée par peur de déplaire. Par peur de déplaire à l'opinion. Et l'opinion elle-même est influencée par le silence assourdissant de la classe politique française. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Monsieur Dupont-Aignan, pour terminer cette émission, est-ce que vous pourriez me définir un petit peu justement la situation actuelle de la position de la France dans ce conflit, notamment par rapport à la dernière rencontre entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron? En un seul mot, lequel ce serait? Empêcheur de tourner en paix. Voilà. La France veut la guerre, c'est tout. Veut la tension. Alors, est-ce qu'elle veut la guerre qu'elle n'est pas capable de mener? Je n'en sais rien. J'irai pas jusque-là. Mais la France... en fait, c'est curieux de voir un chef d'État qui nous plonge vraiment dans un précipice, en fait, pour détruire la souveraineté de la nation et promouvoir une souveraineté européenne mythique. Voilà comment je l'analyse. Parce qu'il n'est pas complètement fou. Il y a une stratégie derrière. Voilà. Et cette stratégie, je la combats de toutes mes forces parce que c'est la survie de la France et c'est la puissance du continent européen. Et paradoxalement, dans cette affaire, je suis plus européen que lui. Parce que si on croit que l'Europe va s'en sortir avec une saignée à sa porte, et, ah oui, j'oublie la meilleure. La meilleure, vous l'avez vu cette semaine, c'est Madame von der Leyen qui veut ajouter 135 milliards pour 2026-2027 et qui veut faire entrer dans l'Union européenne la Moldavie, l'Ukraine, l'Albanie. Mais ces gens suscitent l'Europe, enfin vraiment. Donc, face à ça, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence en France? Ça, c'est la vraie question. Monsieur Dupont-Aignan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. On espère vous revoir prochainement sur notre chaîne. Merci à vous, bon courage. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.